10 avril 2000, le Premier ministre, M. Jean Chrétien, commet un faux pas diplomatique en Israël. Non seulement il a refusé de rencontrer les Palestiniens à Jérusalem-Est, mais il a insulté les Juifs en insistant pour manger des chops de porc en faisant des wheelies sur une moto dans un ascenseur un vendredi. Ils l'ont très mal pris. Et Heinz révolutionne le ketchup grâce à son bouchon anti-jus. Vous savez, moi, j'ai déjà eu un bouchon anti-jus, et laissez-moi vous dire que... Ah, mais finalement, non, j'aime autant pas vous en parler. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais ça se peut-tu? J'avais promis de tenir ça mort, mais là, excusez-moi, c'est plus fort que moi, faut que j'en parle. Y avez-vous vu la cabane? Bon, attends, checkez ça. Oh! Oui? Quel sifflet admiratif! Bis! Bon, on dira ce qu'on voudra quand même. Cette Céline, Dieu qu'elle sait comment se loger, hein? Une orgie de tours, de créneaux, de machicoulis, d'arc-boutants et de fenêtres à manivelle. Ouh! Céline, à Laval, par-dessus le marché. Oui, Céline, à Laval. Et ce château, Céline l'habite. Oui, Céline l'habite. Et à Laval. Oui, l'habite à Laval. Alors, je sais pas si c'est très bon pour ses cordes vocales, mais Dieu que je suis fier pour elle. Bon, en tout cas, ça va pour Céline, là. Évidemment, la grosse nouvelle du week-end, c'est la tempête, celle qui fait dire au quotidien La Presse, wesh! Ils sont forts là-dessus, la presse, hein. On se souviendra du titre quand Kennedy est mort. Et quand Madame la Reine Elisabeth II s'est fait opérer pour les hémorroïdes. Yark! Très éloquent. Mais bon, revenons à la tempête. Seigneur, qu'est-ce que j'ai ce soir? J'y pense tout à coup, cette belle verrière de Céline qu'on a vue, là, ensevelie sous cette quantité énorme de neige mouillée. Peut-être court-elle un très grave danger, parce que je sais, moi, que Céline aime bien prendre un snack dans la verrière. Oui, Céline aime le prendre dans le verrière. Et à Laval. Seigneur Dieu, il n'y a pas une minute à perdre. Je dois aller prévenir Céline. Vite, mon manteau! On s'en va. OK, Martin. S'il y avait de la neige sur ta verrière, Céline! C'est bien beau! C'est beau, Céline! Dors sur tes deux oreilles! Bye, Céline! Bye! Maintenant pour les nouvelles de la fête du monde. Fait que là, le ministre de l'Éducation, M. François Legault, envoie ses enfants, apparemment, à l'école privée. Bon. Alors, de là à dire que le système d'éducation publique n'est pas assez bon pour les enfants de Monsieur le ministre Legault, il n'y a qu'un pas à franchir, et c'est ce que je vais faire immédiatement. Parce qu'on se souvient de... Marc, arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno, là? Marc, ne franchis pas le pas qui mène de la tolérance au jugement. Mais si je le fais pas, Bruno, qui va le faire à ma place? C'est sa décision, ministre Legault. Qui es-tu pour le critiquer? Mais c'est important que je le fasse, sinon, mon Dieu, qui va le faire? Il faut que je dénonce... Arrête! Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je te dis! Bruno! Fais pas ça! Arrête! Marc, pourquoi? Voyez, monsieur le ministre de l'Éducation, un homme est mort à cause de vous. Pour votre punition, regardez ce reportage de Jean-René Dufort. Allez!
Le ministre de l'Éducation, François Legault, a décidé de confier ses enfants à l'école privée, en donnant cette explication comme excuse. Je n'ai pas choisi un système. J'ai choisi l'école parce que c'était celle qui était située le plus près de chez nous. La fin du monde a entrepris de vérifier scientifiquement cette affirmation à l'aide d'un superbe Measure Meter jaune de haute précision et garantie 2 ans. Le plan de la fin du monde est simple. Il s'agit de mesurer précisément la distance en mètres entre l'école privée et la maison de M. Legault et de la comparer à la distance en mètres entre l'école publique et la maison de M. Legault. Commençons par l'école privée. Mesures scientifiques, M. Legault reste à 599,1 mètres de l'école privée. Même en prenant un raccourci derrière l'école privée, on arrive à une mesure de 581,2 mètres, ce qui n'aide pas beaucoup. Autour de l'école publique maintenant. Aha! Selon nos mesures scientifiques, M. Legault reste à 508,5 mètres de l'école publique. Ah merde, faut passer par en arrière. Bon, ok. Selon nos nouvelles mesures scientifiques, M. Legault reste à 539,1 mètres de l'école publique, ce qui est 60 mètres plus proche de sa maison que l'école privée. Pire encore, même si on passe derrière l'école publique en rajoutant quelques mètres pour aider le ministre, on obtient une mesure scientifique de seulement 273,4 mètres. Ça y est, la fin du monde l'a démontré mathématiquement. Notre ministre de l'Éducation nous prend pour des épais. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir. D'abord, Jean-René, c'est une question délicate quand même pour un politicien que celle-là, mais là, c'est pas tellement qu'il envoie qui a pris cette décision-là, c'est les raisons qu'il invoque pour avoir pris. C'est la justification qui est un petit peu plus... mais on peut comprendre le ministre. Bon, c'est la même école que M. Lucien Bouchard. Et il y a quand même de la surveillance de la Sûreté du Québec. Et c'est pas évident. Et d'ailleurs, on a été suivis... c'est ça, racontez-nous, parce que là, vous êtes allé tourner ce matin. C'était un petit entrefilet, ça, dans les journaux. Oui. Mais on s'attendait pas à ce qu'évidemment, il y a peut-être un reportage là-dessus aujourd'hui. Et donc, vous avez été suivi par les gardes du corps. Oui, ils sont gentils, les gars de la SQ, parce qu'ils téléphonaient ici. Et ici, l'équipe de bureau de la fin du monde pouvait suivre 10 minutes par 10 minutes exactement nos Où est-ce que vous étiez et qu'est-ce qui arrivait? D'ailleurs, on pourrait saluer M. Legault et M. Bouchard. Certainement, Seigneur. En train d'écouter la fin du monde. Ah, vous voyez, il n'y a rien eu, parce que qu'est-ce que vous auriez pu faire de toute façon? Peut-être, ouais, c'est ça. Mais quand même, il est quand même beaucoup plus proche de l'école publique que de l'école privée. Donc, c'est ça, là, on sait pas, là. C'est parce que c'est de dire finalement, c'est d'invoquer des mauvaises raisons, c'est ça qui Mais c'est vraiment la valeur de symbole. Est-ce que le ministre de l'Éducation, en tant que symbole, peut envoyer, c'est un peu délicat parce que Pauline Marois, effectivement, du temps qu'elle était ministre de l'Éducation, elle avait opté pour l'école publique et se faisait un devoir et un honneur même. Merci infiniment, Jean-René, on va réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Pas longtemps. Pas là. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde en bref, maintenant. Un titre m'a complètement flabbergasté ce matin dans les journaux. L'Auto-Québec veut rajeunir ses boules et rendre les tirages des loteries plus olé olé. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais voici à peu près ce que ça va donner. On regarde. Bonsoir, bienvenue au tirage de la quotidienne à 3 chiffres. Avec ce soir la belle Monica de la région de Satisfache. Monica mélange tout d'abord les boules. Le premier chiffre, le 8, suivi du 4, et pour terminer, le 6, avec la barre en dessous. Restez à l'écoute dans 5 minutes, Banco, avec Adriana. Ça me donne envie de voir les gratteux d'Yves Corbeil, ça. Dans un tout autre ordre d'idées, maintenant, on apprenait ce matin que, d'après un sondage effectué auprès de milliers de propriétaires d'immeubles locatifs, 8,3% des assistés sociaux ne payaient pas leur loyer. Bon, cela, évidemment, me fournit une occasion extraordinaire là, pour dénoncer une fois pour toutes les maudits BS. Parce que là, entre nous, parlons tranquillement. Arrête, De quoi, Bruno? Les assistés sociaux méritent notre respect. C'est tout ce que tu as à dire, là, Bruno? Non. J'ai caché le trésor dans
Il vient encore. Regardons le reportage de Patrick Masbourian. La Corporation des propriétaires d'immeubles du Québec s'inquiète du nombre grandissant de mauvais payeurs chez les locataires prestataires d'aide sociale. Il demande au gouvernement d'agir. Sinon, je te le louerai plus, mon appart, mon maudit crotté de BS. Bon, c'est une joke. Quelqu'un de mauvaise foi sur l'aide sociale peut vivre dans un logement pendant 10 ans à se promener d'un propriétaire à l'autre. C'est juste pour savoir si vous louez au BS. Ah, vous voulez rien savoir? C'est des mauvais payeurs? Ah bon, OK. C'est vraiment de maintenir des préjugés. Et actuellement, je pense que les personnes qui sont pauvres au Québec sont vraiment des victimes de préjugés. Les propriétaires jouent ce rôle-là et on le regrette énormément. Le gouvernement du Québec a fait un sondage en 93. On révélait qu'il y avait 5% de mauvais payeurs. Nous, on reprend le même exercice 7 ans plus tard, avec une diminution de 15% des personnes sur l'aide sociale, et on s'aperçoit que le problème a augmenté de 50%. Donc, c'est une réalité, ce n'est pas un préjugé. Mais y a-t-il une raison, pas de BS? C'est-tu trop de mauvaises expériences? OK. Contrairement à n'importe quel autre locataire au Québec, lorsque vous avez un bénéficiaire d'aide sociale qui ne paie pas son loyer, vous n'avez aucun recours. La prestation des bénéficiaires n'est pas saisissable, non, effectivement. Et le seul loyer que le propriétaire peut demander d'avance, c'est le premier mois du loyer. Qui est victime présentement? À l'heure actuelle, les propriétaires en sont victimes. Les victimes sont les personnes pauvres actuellement au Québec. Vous êtes les victimes, c'est ce que vous considérez? Nous sommes les victimes. C'est clair que ça rend très difficile la situation actuellement pour les pauvres de se trouver un logement. Écoutez, qu'il y ait de la mauvaise conduite dans une récréation ou dans une cour d'école, qu'il y ait 2-3 têtes folles, toute la classe va passer pour des têtes folles. On est perdant actuellement, ça c'est évident. Je pense que la discrimination à l'heure actuelle est inversée, elle est faite à l'égard des propriétaires. Oui, c'est concernant les appartements sur Bloomfield. Est-ce que vous louez au BS? Oui, il n'y a pas de problème avec vous? Parfait, je vous remercie. Disons qu'il y a des bons locataires dans tous les domaines. Moi, j'ai des gens sur le bien-être social qui payent très, très, très bien. Il y en a d'autres qui payent pendant un certain temps, puis là, s'il arrive les 2-3 derniers mois, ben là, ils décident qu'ils payent plus. Et allons rejoindre Patrick Masbourian à l'extérieur de nos studios. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Je tiens à préciser que c'était une simulation, tout ça. Ben oui, évidemment. On avait compris. Commencez pas à harceler, là, les Ben non, jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils demandent les propriétaires, finalement, Patrick? Ce qu'ils veulent, en fait, eux, c'est le maintien l'application, plutôt, du règlement tel qu'il avait été, en fait, négocié avec la ministre Harel à l'époque où elle était responsable de ce dossier. C'était le fameux article 31 d'un projet de loi 186 qui proposait de verser une partie de la prestation aux locataires. Donc, en d'autres mots, une espèce de retenue à la source, si vous voulez. Et là, le ministre Boisclair, maintenant, qui est maintenant celui qui est responsable de ça, eh bien, il est en train de balayer du revers de la main cette proposition, ce règlement. Il y a déjà eu un projet de loi qui avait été déposé, qui a été rejeté aussi comme ça, parce qu'on peut pas, qui était probablement l'équivalent de cet article-là de la loi dont vous parliez. Là, voilà, c'est un peu la même rengaine, la même chanson là que les propriétaires chantent encore. Évidemment, ça sonne un peu la menace aussi. Ils disent, ben nous, c'est pour le bien des gens qui... Ben oui, c'est sûr. Les 90% qui payent leur loyer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est de ça qu'il faut se rappeler. Oui, merci. Excusez-moi, Patrick. Salut. J'ai compris. Il est tellement touchant. Allons faire une petite pause et revenons avec les sports. Restez avec nous. De la prostitution dans le quartier centre-sud de Montréal avait provoqué une levée de boucliers de la part des résidents. Pourquoi? Le projet de déjudiciarisation de la prostitution est tombé à l'eau, mais Isabelle Maréchal a appris qu'un projet semblable a été instauré dans un autre quartier de Montréal, et cela sans que la population soit mise au courant. C'est le fun, hein? Ben, c'est ce qu'elle a essayé de savoir dans le reportage qui suit. On regarde ce que ça donne. C'est un secret bien gardé. Jusqu'à maintenant, personne ici n'a voulu attirer l'attention sur un projet qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui a soulevé la colère des citoyens du quartier Centre-Sud. Vous vous demandez où nous sommes? Nous sommes dans le quartier sud-ouest de Montréal.
il y avait vraiment là, des intersections de rues là, où il y avait beaucoup de clients qui tournaient autour. Bon, il y avait des filles qui attendaient, etc. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça dérange énormément les citoyens et les citoyennes. C'est fatigant quand on se promène sur la rue, on se fait arrêter par les autos, puis on se fait demander de rentrer. Avez-vous remarqué que depuis quelque temps, il y en a moins de prostituées? Oui, pas mal plus cachées. Ce qu'on voulait faire à Centre-Sud, c'est ce qu'on fait ici dans le Sud-Ouest. Ce qui s'est fait dans le Sud-Ouest, ça a commencé peut-être il y a 1 an. La réflexion qui s'était faite pour le Centre-Sud avait la même approche, avait une approche de médiation avec les prostituées, avec les travailleurs et travailleuses du sexe, puis aussi avec les commerçants et les résidents. Je pense que c'était de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que pour vivre ensemble. Avez-vous remarqué un changement dans le quartier? On n'en voit plus, là. Vous n'en voyez plus? Il y en a juste une. Ben, je suis même pas sûr que c'en est une. On n'y trouve plus. Savez-vous où elles sont? Non. Est-ce que vous savez pourquoi il y en a moins? Non. Je sais pas. Vous n'êtes pas au courant? Non. Si vous aviez présenté le projet aux citoyens clairement, officiellement, est-ce que vous pensez que ça aurait été possible? Je pense que ça aurait été plutôt ardu. Ben, ça faisait pas partie de notre stratégie là, de lancer au grand jour. Puis nous, c'était vraiment d'agir, de mettre des actions de l'avant, et puis ça faisait pas partie de nos préoccupations. On peut prouver que ça fonctionne. Il y a une approche d'ouverture ou de médiation. Ça fonctionne. Les prostituées peuvent être sensibilisées, peuvent comprendre les dynamiques d'un quartier, d'un milieu, puis peuvent réagir, en tout cas, aux besoins et aux demandes des citoyens. Juste ça, c'est déjà un grand pas fait. Tous ceux qui n'ont pas cru au projet Centre-Sud, avez-vous déjà eu envie de les amener ici dans le Sud-Ouest et de leur montrer, regardez, ça marche? Le projet, c'est pas un projet de la ville, c'est un projet des organismes. Ils étaient peut-être pas prêts à révéler l'ensemble de leur intervention. On a entendu qu'ils soient prêts. Maintenant, je pense qu'après 1 an, ils font un genre de post-mortem, un bilan. C'est très positif. Aujourd'hui, ils vont peut-être l'apprendre grâce à vous. Mais je pense qu'il fallait respecter le rythme de l'ensemble des organismes qui sont intervenus là-dedans. Et donc, c'est grâce à vous, Isabelle Maréchal, qu'on savait, ben, c'est merveilleux, bravo d'une part. Ça a diminué de plus de la moitié. Il y avait à peu près 75 prostituées répertoriées dans le quartier sud-ouest, on prend Villemar, Pointe-Saint-Charles, Côte-Saint-Paul et tout ça. C'est Henri, et il en reste à peu près 30-35. Alors, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont déplacées? Ou à l'intérieur. À l'intérieur. La position est là pareil. Il faut pas croire qu'on va l'enrayer. C'est juste qu'au moins, on la voit plus. Le problème qu'il y avait dans le coin, comme il y a dans le centre-sud. Évidemment, dans le centre-sud, c'est une plus grande échelle. Oui. C'est beaucoup plus petit dans le sud-ouest. Mais c'est que ça se passait le jour, les quarts de travail le matin. Peux-tu croire, en 6 et 9 le matin, il y en a qui C'était là qu'elle faisait une grosse activité. Ben oui, évidemment. C'est dur à croire, mais bon. Alors donc, maintenant, ces pagettes à l'intérieur, on la voit moins, ça dérange moins, mais la preuve, c'est que, tu vois, quand on n'en parle pas, des fois, ça donne des résultats. Et là, ben, ça va peut-être inspirer. Oui, c'est ça, ça va peut-être revenir le projet dans le centre-sud. Merci infiniment, Isabelle, pour cette dernière converse. On va se revoir demain, de toute façon. Nous allons faire une petite pause, nous revenons avec les sports, et M. Poignot de rester avec nous. Salut, ici Denis Fontaine du 4e. Ce soir, une valse. Une valse ce soir. Et là, vous entrez en studio pour enregistrer le 4e album. Cet été, on fait le 4e album. Probablement une sortie vers le mois de l'automne. Ah ben, on vous le souhaite. Alors, on écoute la météo ce soir, donc, qui s'appelle comment? La météo? La météo. Ça s'appelle la météo. On écoute, allez-y, comme vous le sentez. 13 degrés pour jeudi et vendredi, avec un petit peu de nuages. Je sais pas comment faut que j'en parle. Y avez-vous vu la cabane? Attends, checkez ça. Ah! Oui. Quel sifflet admiratif. Bis. Bon, on dira ce qu'on voudra quand même. Cette Céline, Dieu qu'elle sait comment se loger, hein. Une orgie de tours, de créneaux, de machicoulis, d'arc-boutants et de fenêtres à manivelle. Ouh! Céline, à Laval, par-dessus le marché.
S'il y avait de la neige sur ta verrière, Céline! C'est bien beau! 10 avril 2000, le premier ministre, M. Jean Chrétien, commet un faux pas diplomatique en Israël. Non seulement il a refusé de rencontrer les Palestiniens à Jérusalem-Est, mais il a insulté les Juifs en insistant pour manger des chops de porc en faisant des wheelies sur une moto dans un ascenseur un vendredi. Ils l'ont très mal pris. Et Heinz révolutionne le ketchup grâce à son bouchon anti-jus. Vous savez, moi, j'ai déjà eu un bouchon anti-jus. Et laissez-moi vous dire que... Ah, puis finalement, non, j'aime autant pas vous en parler. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais ça se peut-tu? J'avais promis de tenir ça mort, mais là, excusez-moi, c'est pire. Oui, Céline à Laval. Et ce château, Céline l'habite? Oui! Céline l'habite. Et à Laval? Oui, l'habite à Laval. Alors, je sais pas si c'est très bon pour ses cordes vocales, mais Dieu que je suis fier pour elle. Bon, en tout cas, ça va pour Céline, là. Évidemment, la grosse nouvelle du week-end, c'est la tempête, celle qui fait dire au quotidien La Presse. Wesh! Ils sont forts là-dessus, la presse, hein. On se souviendra du titre quand Kennedy est mort. Et quand Madame la reine Elisabeth II s'est fait opérer pour les hémorroïdes. York! Très éloquent. Mais bon, revenons à la tempête. Seigneur, qu'est-ce que j'ai ce soir? J'y pense tout à coup, cette belle verrière de Céline qu'on a vue, là, ensevelie sous cette quantité énorme de neige mouillée. Peut-être court-elle un très grave danger, parce que je sais, moi, que Céline aime bien prendre un snack dans la verrière. Oui! Céline aime le prendre dans le verrière. Et à Laval! Seigneur Dieu, il n'y a pas une minute à perdre. Je dois aller prévenir Céline. Vite! Mon manteau!